Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Un immeuble s'est effondré hier en milieu de soirée dans la nouvelle zone urbaine de l'Ahmar au nord de la commune de Béchar. Aucune victime n'est à déplorer parmi les 16 habitants de cet immeuble. Adoption d'une décision sans vote sur le Sahara occidental par la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation. Le développement dans quelques instants. Le Maroc sous pression, entre manifestations populaires et crise sociale, le pays fait face à une contestation sans précédent, alimentée par des problèmes de corruption, de chômage et de pénurie d'eau et d'énergie. Une situation d'autant plus complexe avec l'état de santé du roi Mohamed VI. Par la suite à Constantine pour vous parler du Congrès international des sciences alimentaires où il a été question des défis contemporains avant d'aller à Chlef à la découverte de l'usine téloise spécialiste de la transformation de fruits et légumes, pilier de l'agro-industrie algérienne. À l'université d'Oran, ça décolle avec un simulateur de vol à la pointe. L'établissement propulse ses étudiants en aéronautique dans les airs. Un équipement high-tech qui transforme les cours théoriques en aventures immersives où les futurs pilotes s'exercent à gérer toutes sortes de situations. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Un immeuble s'est effondré hier en milieu de soirée dans la nouvelle zone urbaine de l'Ahmar au nord de la commune de Béchar. Aucune victime n'est à déplorer parmi les 16 habitants de cet immeuble de 4 étages situé à la cité 770 logements. Suite à cet incident, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Balaribi, a présidé une réunion d'urgence pour déterminer les tenants et aboutissants de cet effondrement. Le wali de Béchar, Mohamed Saïd Ben Kamou, accompagné des autorités locales, s'est déplacé sur les lieux et a promis de reloger les sinistrés dans de nouveaux logements situés dans la zone urbaine de Tiraline, au nord-est de Béchar. Dès les constatations par les services techniques de la wilaya du risque d'effondrement de ce même immeuble, un important cordon sécuritaire a été mis en place par les agents de la protection civile en coordination avec les autres services de sécurité. Et ce, pour la sécurisation du périmètre où a été implanté l'immeuble. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer avec exactitude les véritables causes de cet incident. Je vous invite à présent à écouter le wali de Béchar. Dieu merci, aucune victime n'est à déplorer. L'immeuble en question s'est effondré dans son propre périmètre sans engendrer d'autres dégâts matériels ou affecter les bâtisses à proximité. La situation est sous contrôle. Nouvel échec diplomatique infligé au Marzen. La 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, a adopté une décision sans vote sur le Sahara occidental en se référant à la clause liée à l'exécution de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés. C'était lors de la 79e session de haut niveau. Les détails avec Emel Bouarba. Nouveau camouflé pour le Marzen. La 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, a adopté jeudi soir une décision sans vote sur le Sahara occidental, réaffirmant son statut juridique. Tout en se référant à la clause liée à l'exécution de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés, cette commission a pris acte du rapport du secrétaire général de l'ONU en date du 24 juillet 2024, abordant la question du Sahara occidental comme une question de décolonisation. La Commission réitère le droit inaliénable de tous les peuples à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Elle a mis en avant la responsabilité des Nations Unies envers le peuple sahraoui, exhortant le comité de 24 à poursuivre l'examen de la situation au Sahara occidental en tant que territoire à décoloniser et de soumettre un rapport y afférent lors de la 80e session de l'AG.
Elle a également appelé le secrétaire général des Nations Unies à soumettre un rapport sur la mise en œuvre de cette décision à l'Assemblée générale lors de sa prochaine session. Une décision qui vient conforter les Sahraouis dans leur lutte pour leur indépendance. Selon le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordonnateur avec la MINURSO, cette décision constitue une réponse forte et claire aux tentatives de l'occupant marocain visant à altérer la nature juridique de la question sahraoui en ayant recours à de multiples allégations fallacieuses et en faisant appel à des mercenaires pour relayer sa propagande coloniale devant la 4e commission. Sidi Mohamed Ammar a souligné que l'adoption de cette résolution réaffirme comme chaque année le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et notamment la résolution 1514 de l'Assemblée générale relative à la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés. Il s'agit aussi d'un revers cinglant infligé à certaines parties soutenant le Marzen et sa politique expansionniste, ainsi qu'aux tentatives visant à porter atteinte au droit du peuple sahraoui à jouir de son indépendance, de sa souveraineté permanente sur ses ressources naturelles, ainsi qu'au respect de son intégrité territoriale. Comme chaque année, la question sahraoui a été fortement présente lors des débats de haut niveau de l'Assemblée générale, où plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leur soutien clair aux droits légitimes du peuple sahraoui. Pour rappel, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a dénoncé les manœuvres et les manipulations du Maroc sur sa prétendue souveraineté sur les territoires sahraouis. Benjama a mis en exergue des faits historiques indéniables sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, un principe à maintes fois réaffirmé par les résolutions des Nations Unies. Une position affichée clairement par de nombreux pays lors des séances de la 4e commission dont les travaux ont débuté le 3 octobre dernier, ce qui représente un nouvel échec pour le régime marzénien déjà éprouvé par une série de revers diplomatiques et de plus en plus isolé sur la scène internationale. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a affirmé hier depuis Genève que la participation de l'Algérie à la 149e session de l'Union interparlementaire et aux réunions y afférentes avait constitué une occasion pour plaider en faveur des causes justes, en tête desquelles les causes palestiniennes et sahraouies. Écoutons-le. La délégation algérienne a appelé à un cessez-le-feu immédiat tout en contraignant l'entité sioniste à respecter et à appliquer les résolutions de la légalité internationale, mais aussi à trouver une solution durable à la cause palestinienne. La délégation parlementaire algérienne a également plaidé en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. Nous avons tenu une réunion d'urgence de l'Union interparlementaire arabe en marge de la 149e session de l'UIP afin de parvenir à une position arabe unifiée face à la situation critique en Palestine. 33 Palestiniens ont perdu la vie dans un bombardement sioniste sur le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. En parallèle, 62 martyrs et plus de 300 blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de l'enclave suite à des massacres commis par l'occupation contre des familles palestiniennes au cours des dernières 24 heures. Les autorités palestiniennes ont affirmé qu'il y a encore un certain nombre de victimes sous le décombre et sur les routes et que les ambulances et les équipes de la défense civile ne peuvent pas attendre. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation a exhorté la communauté internationale ainsi que l'ONU à imposer des sanctions à l'occupation sioniste et son isolement total, rappelant que le veto américain empêche le Conseil de sécurité d'agir contre l'entité sioniste et par conséquent, aucune mesure n'a été prise pour mettre fin à ce génocide. Malgré les récentes attaques délibérées des forces sionistes, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, composée de 10 000 personnes, a réaffirmé son engagement à rester dans le pays. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de l'ONU qui a insisté sur la nécessité de la mission, citant la dévastation et la destruction généralisée de nombreux villages le long de la ligne bleue et au-delà comme étant choquante, relevant que la mission onusienne ajuste régulièrement sa posture ainsi que ses activités.
Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Rachid Bledhen, a rejeté dans des termes clairs et non équivoques le chantage exercé par le Maroc sur le Haut Commissariat pour les réfugiés et les autres agences humanitaires, dénonçant les arguments fallacieux et sans fondement dont use ce pays pour bloquer le travail de cette organisation onusienne. Rachid Bledhen s'est demandé à l'occasion pourquoi ce pays qui prétend à la marocanité du Sahara occidental et de son peuple fait tout pour étrangler cette population chassée de son territoire qui a trouvé refuge en Algérie en la privant de l'aide et de l'assistance du HCR et des autres agences humanitaires, une assistance dont elle a besoin au même titre que tous les autres réfugiés dans le monde. Réitérant le soutien et la confiance de l'Algérie au HCR, l'ambassadeur Bledhen a rappelé que tous les documents élaborés obéissant à la légalité internationale continueront à l'être à l'avenir et c'est sur cette base-là que l'Algérie s'est prononcée en faveur de l'adoption du budget par consensus comme ce fut le cas durant toutes les années écoulées et c'est également pour toutes ces raisons qu'elle votera en faveur de ce même budget destiné à alléger les souffrances des millions de réfugiés déplacés dans le monde. L'avenir du Maroc semble de plus en plus incertain, notamment en raison des préoccupations autour de l'état de santé du roi Mohamed VI. La situation est d'autant plus complexe que le monarque fait face à une contestation grandissante au sein de la population qui critique à la fois son leadership et la gouvernance du pays. Les manifestations nocturnes qui se multiplient à travers le pays illustrent un véritable rejet d'un système répressif et archaïque. Yasmine Massoudi. Le régime du Makhzen est en pleine crise et la détérioration de la santé de Mohamed VI ne fait qu'accentuer cette réalité. Le monarque, dont l'autorité est déjà contestée, est de plus en plus perçu comme un symbole d'un système autoritaire déconnecté des aspirations du peuple. Selon des sources proches, le roi serait très malade et se trouve dans l'incapacité de parler ou de signer des documents. Une situation qui le contraint à réduire encore son activité déjà limitée. Sa faiblesse physique renforce l'impression d'un pouvoir qui s'effrite, incapable de répondre aux besoins urgents d'une population confrontée à des injustices croissantes. La détérioration de l'état de santé de Mohamed VI reflète l'état du Makhzen, un régime agonisant. Ni Mohamed VI ni son fils sont en mesure de gérer le pays. D'ailleurs, les activités de Mohamed VI qui sont diffusées sans commenter en foot direct, c'est de cette façon qu'ils induisent les Marocains en erreur. L'état de santé de Mohamed VI ne fait qu'empirer, en témoigne la diminution de ses sorties en public. L'immolation du jeune Marocain Ayoub, tragique symbole de désespoir, illustre la colère d'une jeunesse lassée par un régime qui accapare les richesses du pays pour une élite restreinte. Les manifestations qui éclatent à travers tout le territoire marocain témoignent d'un rejet massif d'un système perçu comme néo-féodal et répressif. Le peuple, qui réclame des réformes significatives, est de plus en plus conscient de l'inégalité et de la corruption qui gangrènent la société. L'incapacité croissante de Mohamed VI à gouverner efficacement soulève de sérieuses interrogations sur l'avenir de la monarchie, confrontée à une contestation populaire qui ne cesse de croître, et suscite de plus en plus les interrogations de la presse internationale, à l'image du journal espagnol El Confidencial, qui met en doute les capacités de Mohamed VI à mener le pays à bon port. Le régime du Makhzen continue de faire face à une grogne populaire persistante en raison de son incapacité à répondre aux nombreuses revendications citoyennes. À cela s'ajoutent les scandales de corruption qui gangrènent les institutions ainsi que des crises d'eau et d'énergie qui aggravent les conditions de vie des habitants. La situation au Maroc est jugée alarmante avec des perspectives de stabilité de plus en plus incertaines. Bédéa Marni. Gangréné par le chômage et la corruption, en plus des crises récurrentes de l'eau et de l'énergie, mais également un système de retraite au bord de la faillite, le régime du Makhzen ne sait plus où donner de la tête. Selon un organisme marocain, le gouvernement d'Arnouch a du mal à trouver des solutions adéquates afin de reconquérir la confiance des citoyens. L'Observatoire du travail gouvernemental au Trago a mis l'accent sur les préoccupations majeures auxquelles le gouvernement marocain fait face, entre autres, l'eau dont la crise s'aggrave en raison des changements climatiques et de la rareté des ressources hydriques. Selon Otrago, la demande en eau pourrait augmenter de 30% d'ici l'année 2030, chose qui entraînera plus de pression sur cette ressource vitale. Dans ce même rapport, l'Otrago fait état d'un taux de chômage national de près de 14%, avec une incapacité à créer des postes d'emploi pour les jeunes. Une nette augmentation du nombre de jeunes sans formation ni éducation
est inquiétante. Ce problème touche plus d'1,5 million de jeunes au Maroc. La situation est plus grave dans le secteur agricole où l'on recense plus de 160 000 postes perdus des suites de la sécheresse et des crises économiques successives. Concernant la corruption, l'Ouedraogo qualifie ce phénomène de véritable ogre affamé, coûtant plus de 50 milliards de dirhams annuellement aux caisses de l'État. Sur un autre chapitre, la réforme des retraites représente pour l'État un chantier épineux. Selon l'Ouedraogo, le système de pension civile est menacé de faillite d'ici 2028, ce qui nécessite une solution des plus rapides. Les propositions formulées par le gouvernement sont aux yeux des syndicats insuffisante. À tous ces dossiers épineux vient se greffer la grogne sociale accentuée par l'augmentation des prix et l'inflation. Le document de l'Ouedraogo qualifie la situation au Maroc d'alarmante. D'ailleurs, il ne se passe pas un jour sans que les citoyens et différents corps de métier n'investissent les rues pour exprimer leur mécontentement devant une situation de précarité et de la cherté des prix des produits alimentaires et de l'énergie, ce qui affaiblit le pouvoir d'achat des citoyens. Beaucoup de Marocains préfèrent ainsi braver la mer pour rejoindre l'autre rive de la Méditerranée à la recherche d'une meilleure vie. Intéressons-nous au Congrès international des sciences alimentaires à Constantine qui a rassemblé des experts du monde entier pour discuter des défis contemporains. Parmi les thèmes abordés, la nutrition déséquilibrée a suscité de vives préoccupations. Les intervenants ont souligné l'importance d'une réflexion collective pour renforcer les politiques alimentaires. Un congrès qui a été un point de départ pour des initiatives qui amélioreront, entre autres, la sécurité alimentaire. Couverture, Smaïl Raidia. Le Congrès international des sciences alimentaires s'est tenu à l'université de Constantine, à l'INATA, en présence de nombreuses personnalités scientifiques venues pour débattre de la sécurité alimentaire, des innovations et des challenges dans un secteur en perpétuel changement. Ce séminaire international a pour objectif surtout d'être dans l'optique de la sécurité alimentaire de notre pays. Tous les thèmes visent à encourager les formations de start-up. On a des partages des expériences, soit au niveau national, soit au niveau international. Il traitera essentiellement des différentes filières alimentaires, des filières alimentaires stratégiques de l'Algérie, comme la filière des céréales, la filière du lait et des produits laitiers, la filière des légumineuses. Des chercheurs venus de l'étranger ont exposé leurs dernières recherches pour renforcer leur partenariat entre universités. Je suis un expert au niveau de la perception de goût de gras. Vous savez, l'obésité augmente dans le monde entier, y compris en Algérie. Et nous allons sensibiliser la population et surtout les chercheurs qui travaillent dans le domaine de la nutrition que notre mode alimentaire a changé. Et comment adapter avec cette fléau mondial qui est fast-food, qui contient beaucoup de gras. On a eu des échanges des chercheurs et des étudiants entre l'Italie, Sicile et l'INATA pour la formation sur les méthodes d'analyse des laboratoires, sur la valorisation, la mise en valeur de ces produits traditionnels. Il y a des projets qui peuvent être montés, il y a des financements et la possibilité de travailler ensemble. Depuis plusieurs années, par exemple, l'université de Catane, d'où je viens, en Italie, en sud-Italie, a des échanges avec l'université de Constantine. Nous avons un échange d'étudiants, des thésards, des doctorants qui viennent dans les deux côtés de la Méditerranée pour partager leur expérience. L'objectif étant également l'accompagnement de la labellisation de certains produits du terroir algérien. L'Algérie, elle compte plus qu'une douzaine de fromages traditionnels, mais c'est le seul fromage algérien qui a été labellisé, dont la dénomination de produit, le nom géographique, appellation géographique. C'est un produit qui est fabriqué dans la peau de chèvre, c'est un produit fabriqué avec du lait cru, et donc c'est un produit qui est réellement, par rapport à ses caractéristiques sensorielles, il est lié aux traditions de la région des Chaouia, à la région est du pays. Une rencontre scientifique que Constantine souhaite fidéliser dans le temps.
Direction Schleff, où l'on découvre une histoire qui mijote depuis 1967. L'usine telloise, spécialiste de la transformation des fruits et légumes, s'est imposée comme un pilier de l'agro-industrie algérienne. Entre les tomates concentrées, les confitures maison et les jus de toutes les saveurs, elle produit pas moins de 25 000 tonnes de délices par an. De quoi satisfaire les gourmands du pays et même relancer les exportations. Un reportage signé Majda Djahmoun. Avec une surface agricole totale de plus de 262 000 hectares, Schleff a une vocation agricole certaine, permettant ainsi l'émergence de plusieurs activités agricoles, mais aussi agroalimentaires, à l'image de cette unité de transformation qui s'est affirmée depuis 1967 comme un acteur clé dans la transformation de fruits et légumes en Algérie. En témoigne sa production annuelle de 25 000 tonnes de tous les produits finis, dont 17 000 tonnes de tomates transformées, soit plus de 68% de la production de l'unité. La plus grosse part du plan de transformation de l'unité se focalise sur la tomate de saison. Donc, on peut dire que 65% jusqu'à 70% du plan de charge de l'entreprise est focalisé sur la transformation de tomates. Cette unité intégrée emploie plus de 300 employés qui veillent sur les étapes de la transformation de ces fruits et légumes, de la réception à la cuisson jusqu'au remplissage de boîtes métalliques. Nous commençons par la réception de la tomate fraîche qui nous provient de Rolizan Ain de Schleff. S'ensuit le tri, puis le broyage. Évidemment, un échantillon est envoyé au laboratoire pour effectuer des tests afin de le valider et donc poursuivre les étapes. Après, c'est au tour du tamisage, la cuisson et la pasteurisation. Enfin, le produit est rempli dans des boîtes métalliques. L'unité produit le concentré de tomates, le triple concentré de tomates, mais pas que. Notre unité produit également les confitures d'abricots, de fraises, de figues et de pommes, en plus de l'herissa et les jus. Rien que pour la tomate fraîche, on transforme plus de 80 000 tonnes de matières premières. Pour les confitures, ce sont plus de 15 000 tonnes. Et pour exploiter le surplus, l'unité a déjà effectué 2 opérations d'exportation vers des pays africains et compte bien reprendre cette activité afin d'élargir davantage ses horizons agro-industriels. Actuellement, nous arrivons à satisfaire le marché national, tous produits confondus, dont principalement, surtout la tomate fraîche. Donc nous espérons dans l'optique de cette politique d'exportation de pouvoir aspirer à des facilités afin de procéder à l'exportation des excédents de produits, que ce soit au niveau africain ou autre. Depuis plus de 50 ans, l'unité continue d'innover pour répondre aux besoins du marché national. Avec son savoir-faire avéré, elle reste un pilier dans le secteur de l'agroalimentaire. Développement des solutions innovantes qui passent également par la recherche à l'université d'Oran. Ça décolle avec un simulateur de vol à la pointe. L'établissement propulse ses étudiants en aéronautique dans le grand bain ou plutôt dans les airs. Un équipement high-tech qui transforme les cours théoriques en aventures immersives où les futurs pilotes s'exercent à gérer toutes sortes de situations comme s'ils y étaient vraiment. Du décollage à l'atterrissage, ils apprennent à maîtriser les instruments de bord. Une formation qui les prépare à voler haut, très haut. Reportage Yasmine Amri. Ici, dans ce laboratoire aéronautique, la théorie prime sur la pratique, un espace où les étudiants apprennent les principes de la construction aéronautique avant de mettre en pratique leurs connaissances. Pour ces futurs ingénieurs, leur connaissance prendra une nouvelle dimension grâce à cette avancée technologique inédite qui a fait son entrée dans le domaine aéronautique. Un simulateur de vol, le tout premier dans cette filière, révolutionne la formation des pilotes et la construction des aéronefs. Cette innovation marque une étape décisive dans le domaine. L'objectif de ce simulateur de vol, il sert comme un support pédagogique pour renforcer certains cours, par exemple comme l'aérodynamique et la mécanique du vol. Donc nos étudiants, c'est une petite synthèse de ce qu'ils ont appris auparavant, comme un bagage théorique en aérodynamique et en mécanique du vol. L'acquisition de ce nouvel outil qui est le simulateur de vol
renforce nos connaissances de base qu'on a sur la mécanique du vol et nous permet justement de toucher et de voir ce qu'un pilote peut faire. Et c'est une expérience immersive pour nous de voir comment un avion vole, un avion léger qui est le Cessna 172. Et c'est bénéfique pour nous et on espère pouvoir mener ce projet à bien. Installés dans un cockpit virtuel, les étudiants vivent une nouvelle expérience grâce à ce simulateur qui leur permet de passer de la théorie à la pratique sans quitter le sol, par le biais d'une technologie combinant réalité virtuelle et intelligence artificielle. Ils peuvent désormais découvrir toutes les sensations qu'ils auront à vivre durant l'ensemble des phases du vol, depuis le décollage jusqu'à l'atterrissage. Mieux encore, ils auront la possibilité de perfectionner leurs compétences. Simulateur de vol, c'est une bonne étape pour nous, pour améliorer les formations et les études théoriques. Par exemple, l'aérodynamique, l'infrastructure, la circulation aérienne, les opérations aériennes. Par rapport à la cabine classique, simulateur réalise une bonne réalisation dans le cas réel. Cette technologie nous permet d'avoir beaucoup de nouvelles compétences, soit dans le domaine d'aéronautique en général et navigation en particulier. Nous avons à peu près 175 étudiants en première année, donc ils ont été un petit peu atterris par la présence de simulateurs de vol. Donc c'est comme je l'ai mentionné auparavant, c'est un support pédagogique qui va nous aider à familiariser et apprendre à nos étudiants comment piloter un avion qui relève de l'aviation légère. Cette avancée technologique constitue une véritable révolution dans la formation des ingénieurs aéronautiques, prêts à prendre leur envol et à contribuer au nouvel essor économique du pays. Et on reste à Oran pour vous parler d'Octobre Rose, ce mois dédié à la prévention qui est l'occasion idéale pour rappeler l'importance d'un diagnostic précoce. Les établissements sanitaires de la ville unissent leurs efforts pour sensibiliser le public. De nombreuses initiatives sont mises en place pour encourager les femmes à se faire dépister. Des consultations et mammographies gratuites sont proposées. Yasmine Amri. Comme c'est le cas à travers tous les établissements sanitaires du pays, le corps médical, paramédical et les bénévoles à Oran conjuguent leurs efforts dans le but de sensibiliser le public au cancer du sein, le plus fréquent chez les femmes. Au niveau de cette polyclinique, on prend de la prévention, car détecter tôt, c'est donner une chance supplémentaire de vaincre. Même نتوما نسا زعما راكم صغار هادشي توصلوا هاد الثقافه باسكو كلشي ثقافه نتعلموها ملي نكونوا صغار حتى لين نكبروا. جيت هنايا لهاد القطاع. Je suis venue pour en savoir plus sur ce mois rose dédié aux femmes afin de recevoir des conseils et des informations sur la prévention de cette maladie. جيت عند الاطباء باش ينصحوني. En Algérie actuellement le cancer du sein est de plus en plus jeune. Il y a même des patientes à 17 ans. Donc c'est pour ça que le dépistage touche pratiquement tout le panel d'âge des femmes algériennes. À longueur d'année, on demande aux femmes, pour celles qui ne se sont jamais fait dépister, d'aller se faire dépister et de ne pas attendre Octobre Rose. Des consultations et des mammographies sont proposées gratuitement à toutes les femmes, une initiative qui attire de nombreuses patientes venues profiter de ces services, mais aussi de l'accompagnement psychologique et des différents ateliers d'information. Il y a un engagement fort, mais ça reste toujours peu. Bon, il y a des femmes qui sont vraiment instruites, c'est-à-dire qu'ils font le suivi adéquat, malgré elle est jeune, mais elle cherche, donc elle réfléchit de cette façon, où elle cherche l'intérêt de sa santé et l'intérêt de sa famille, bien sûr. Je suis venue pour une consultation, comme c'est Octobre Rose, spécial le mois du cancer du sein. Vaut mieux prévenir que guérir. Déjà, j'ai des antécédents dans la famille. J'ai dépassé la phase critique et je demande aux femmes de faire un dépistage précoce et de faire preuve de détermination. L'événement Octobre Rose met en lumière l'importance de briser les tabous et de rappeler que le dépistage précoce peut sauver des vies. Le dépistage permet de traiter la maladie à un stade peu avancé avec des chances de guérison qui atteignent 90% en Algérie.
Pour mieux prévenir que de guérir à travers la pratique du sport, c'est le grand jour pour le Backyard à Alger. Dans moins d'une heure, une compétition d'endurance palpitante mettra à l'épreuve le courage et l'effort des participants. Les athlètes se préparent mentalement et physiquement pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils auront à faire preuve de détermination et de résilience pour surmonter les nombreux défis. Sarah Delbel est allée à leur rencontre. Reportage. Pour la première fois, une backyard ultra en Algérie. 15 athlètes se préparent pour cet événement international et pour eux aussi, ça sera une nouvelle expérience. Créé par un Américain, c'est Lazarus Lake. Le concept consiste à faire une boucle de 6,7 km que l'on répète chaque heure. C'est un départ chaque heure jusqu'à épuisement. Mais pourquoi 6,7 km en une heure ? C'est la distance qui existe autour de la propriété du créateur de cette course. Ça fait 6,7. Des entraînements collectifs sont programmés quotidiennement et sont minutieusement orchestrés, où l'esprit d'équipe est au cœur de leur préparation. On est entraîné par un esprit qui nous rassemble. Donc on est en compétition avec 64 pays. En interne, on est en compétition entre nous, on va le dire. Néanmoins, le principe de la course est qu'il faut faire son maximum individuellement pour que tout le groupe puisse aller le plus loin possible. C'est une première. Donc, واش راح نجريو ما نعرفوش. ما فين نجريو on a fait des ultras, des 100 km, des 24 heures. Mais هاد la course ما نعرفوهاش خاطر c'est une course spéciale. Et pour la sécurité de tous, la présence d'un médecin est primordiale. Le rôle d'une équipe médicale, c'est d'accompagner justement les athlètes au cours de la course, évaluer leurs compétences pendant la course et dire qu'ils peuvent continuer ou non. C'est déjà l'accompagnement qui est le plus important. Parmi eux, Younsi Saïda, 65 ans, est une passionnée de course à pied et de nouveaux challenges. Le sport, ça m'a toujours passionnée et j'ai été très régulière quand mes enfants ont commencé à faire du sport. Et bon, eux ont arrêté, moi j'ai continué. Et ce que je trouve intéressant, c'est tous les challenges qu'on peut s'imposer. C'est aller à la découverte de nouvelles disciplines. Il faut bien croire que l'âge n'est qu'un chiffre pour cette doyenne des pistes et médecin de formation. Pour elle, la vie sans sport n'a aucun sens. Et donc la préparation, c'est être vraiment solidaire, tous les membres du groupe, pour essayer de garder la forme le plus longtemps possible, pour qu'on fasse le plus de boucles possible, tous ensemble. Bon, moi j'adore, hein, je suis excitée quand même de pouvoir me lancer là-dedans. Et j'espère vraiment qu'on tiendra le coup tous ensemble. Pour Saïda et tous les autres, cette course sera un autre défi parmi tant d'autres. Ils sont prêts à relever le défi et à représenter fièrement l'Algérie sur cette scène internationale. Venez accompagner ces gens-là, les encourager à 13h à la Marina Sablette, soyez nombreux. Et on termine avec du sport, toujours du football cette fois. Le Mouloudia d'Alger est le nouveau leader du championnat national de Ligue 1 après sa victoire sur le terrain de l'USM Khenchela sur le score d'1-0 dans un match comptant pour la 5e journée. Alors toujours pour le compte de cette 5e journée, l'Olympique Arbo et la Sochlev ont fait match nul 0 partout. L'entente de Sétif a battu l'ES Mostranem sur le score d'1-0. Puis le big match de la journée entre le CR Belouizdad et l'ESM Alger s'est soldé sur le score de parité de 0 partout. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Je vous retrouve à 19h pour l'édition du soir. Mais avant, je vous laisse admirer ces belles images du big match de la 5e journée de Ligue 1 entre le CR Belouizdad et l'USM Alger. Des images de Sami Achichou et Emin Troum. Excellent après-midi à vous.